Bonsoir, soyez les bienvenus pour passer une heure avec nous. Une occasion de plus de parcourir le monde à la recherche de visages nouveaux, d'histoires à découvrir et finalement de souvenirs de voyages et de rencontres. Regardez. Dans les ruines des fascinants temples d'Angkor, des enfants jouent, amenant avec eux la vie dans ce qui fut autrefois le site le plus prestigieux de la civilisation khmer. Ce sont les descendants des fabuleux bâtisseurs d'Angkor Wat. Tous les mois de septembre, un curieux événement se reproduit dans une petite ville irlandaise. Ils arrivent par milliers d'un peu partout pour danser, parler et surtout chercher l'âme sœur. Et plus si affinité. Sur les hauts plateaux de Madagascar, à l'occasion d'une fête annoncée à tous les villageois, une troupe de paysans comédiens itinérants apporte son théâtre sur la place. Et leur spectacle est aussi étonnant que le message qu'il colporte. Comme l'est d'ailleurs notre invité de ce soir. Il est clown, il est américain, il s'appelle Howard Buten. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez aussi la particularité, ce qui est quand même plutôt rare, d'être docteur en psychologie, de vous occuper d'enfants autistes et d'être écrivain. C'est vous qui aviez écrit d'ailleurs, quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Ça fait beaucoup d'hommes dans une seule carapace, ça. Oui, oui, il y a du monde là-dedans, apparemment. C'est quand même un parcours surprenant que vous avez. Oui. Bah, tout ce que je fais maintenant comme profession, j'ai toujours fait comme hobby quand j'étais petit. Et puisque j'étais un peu paresseux sur les bords, je ne voulais pas travailler comme les autres. Donc, très malignement, j'ai décidé d'essayer de gagner ma vie en faisant ce que je faisais déjà, ce qui me plaisait. Et puis, vous avez aussi pour particularité d'adorer voyager. Je sais que vous êtes un itinérant, vous êtes un bourlingueur éternel, vous, c'est ça, non? Oui, oui. Je crois. J'ai toujours fait ça. Et je continue d'abord pour le plaisir, après par nécessité pour les tournées, pour mes métiers. Alors vous allez être un témoin parfait pour moi, puisque vous ne connaissez pas l'émission, vous, non. Pour le coup. Vous allez la découvrir avec moi en regardant ces images, et puis votre réaction nous permettra de vous connaître un peu mieux ou de vous découvrir pour ceux qui ne vous connaissent pas, Howard Buten. D'accord. Il faut que vous sachiez une chose, que même si nous voyageons beaucoup, nous, dans cette émission, ce n'est pas pour le faire en touriste, mais pour faire des rencontres. Ça, je pense que vous avez déjà commencé à le comprendre. Et même si nous allons dans des lieux extraordinaires, dans même les lieux les plus fascinants qui soient, en l'occurrence, celui dans lequel nous partons est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il s'agit des temples d'Angkor. Pour tous les Cambodgiens, c'est le symbole d'un passé glorieux, et aussi d'ailleurs le but d'un voyage que nous avons fait ensemble il y a 15 jours, grâce à Didier Facio et Marc Toulin, vous savez, sur l'immense lac Tonle Sap. Et quand notre équipe est arrivée là-bas, elle s'est aperçue que des milliers d'habitants vivent autour des temples, exactement comme leurs ancêtres, bâtisseurs, il y a 7 ou 8 siècles, d'Angkor Wat. Déluge. Vision d'apocalypse. Les pluies de la mousson détruisent tout sur leur passage. L'eau serait, dit-on, le secret des temples d'Angkor. Merci, monsieur. Éléphant, monsieur. Papa, monsieur. Ici, leur nom demeure magique. Taprom, Bayonne, Takeo, Angkor Wat. Par centaines, ces temples scintillants d'or étaient au cœur des villes royales. Dans ces cités lacustres vivaient plus d'1 million de personnes. Au XVe siècle, devant l'invasion d'armées ennemies, le roi, les princes, les classes dirigeantes fuient. Les paysans attachés à leurs rizières restent. Aujourd'hui, ces ruines immenses englouties par la jungle sont le terrain de jeu de leurs descendants. La petite Ti et ses camarades, les enfants d'Angkor. Au pied des temples, les rizières. Dès l'aube, les parents des enfants d'Angkor sont au travail. Au Cambodge, le riz c'est la vie, mais sans eau, pas de riz. Ici, l'eau ne manque pas, mais à 4 mois d'inondation succèdent 8 mois de sécheresse. La maîtrise de l'eau, c'est le secret des bâtisseurs d'Angkor. Des milliers d'hommes érigèrent des bassins gigantesques et tout un réseau de canaux. Ce système hydraulique grandiose permit 3, voire 4 récoltes de riz par an.
De cette abondance naquit toute une civilisation dont les temples demeurent le symbole. Les enfants d'Angkor habitent le village de Srasrang, situé à l'ombre des ruines. La petite Thi, ses parents, ses 3 sœurs, sont d'une famille originaire d'Angkor depuis la nuit des temps. Il y a 10 ans, pendant la guerre civile, ils ont fui les Khmers rouges en abandonnant famille, maison, rizières et se sont réfugiés dans un camp en Thaïlande. Il y a 2 ans, sous l'égide de l'ONU, Thi et sa famille sont revenus vivre au pays. Pour rentrer, les Nations Unies nous ont donné à choisir entre de l'argent ou des terres situées dans des provinces que je ne connais pas. Comme dans le village, j'ai encore de la famille. J'ai choisi l'argent et je suis revenu m'installer ici, chez moi. Les $200 de l'ONU ont permis à la famille de Thi de survivre pendant 1 an. Mais si les parents de Thi ont préféré revenir à Angkor, même sans rizière, c'est qu'ici on ne les a pas oubliés. Ils peuvent compter sur la solidarité villageoise, la famille, les amis, comme Oncle Prem. Dans ce Cambodge millénaire détruit par 20 ans de guerre, la mémoire des anciens est capitale pour retrouver les traditions. Oncle Prem tient ce rôle auprès des jeunes. Ces enfants qui n'ont connu que les combats et les camps doivent aujourd'hui réapprendre à vivre dans leur pays. Pendant de longues années, au risque de sa vie, Oncle Prem a dû se cacher pour prier. Aujourd'hui, il peut librement invoquer les dieux, Shiva, Vishnu, Bouddha. C'est à leur gloire que les temples d'Angkor furent érigés entre les 8e et 14e siècles. À la même époque en France, les chrétiens bâtissaient les cathédrales. Seuls les temples destinés aux dieux étaient bâtis en pierre. Les autres constructions, du palais royal aux simples habitations, étaient en bois. Toutes ont disparu, détruites par le temps, le pillage et la forêt. Oncle Prem travaille sur le chantier de l'école française d'Extrême-Orient. Depuis le début du siècle, des archéologues, des ouvriers ont fait surgir de la jungle et remonter pierre après pierre les ruines de cette civilisation dont peu à peu ils découvrent l'histoire. Je suis né ici, au village de Sarsrang, et j'ai appris la sculpture avec mon père. En 1960, je suis venu travailler avec lui sur le chantier, sous la direction de mon maître, Bernard-Philippe Grolier, un grand homme. Et en 1975, quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir, Grolier a dû fuir en France, et moi j'ai été déporté. Grolier disait, les pierres peuvent attendre, sauvons d'abord les hommes. Les travaux furent interrompus. Très affecté par le génocide subi par les Cambodgiens, Grolier, mort de désespoir, ne connut pas la fin de la guerre. Depuis 2 ans, l'école française d'Extrême-Orient a repris les travaux, là où Grolier les avait arrêtés. Prem est revenu sur le chantier continuer l'œuvre de son maître. Les mêmes outils, les mêmes gestes que ses ancêtres pour restaurer les pierres qu'ils ont sculptées, rebâtir les monuments qu'ils ont érigés. Ici, autrefois, vivaient des rois puissants qui étaient redoutés par les ennemis et idolâtrés par le peuple. Ce sont les anciens qui m'ont raconté ça. Ces temples, construits par les dieux, étaient des lieux de vénération. Et moi, je ne connais que les légendes. Et comme je ne suis pas allé longtemps à l'école, pour le reste, vous compléterez. Prem et les habitants d'Angkor connaissent leur histoire d'après les légendes, transmises oralement de génération en génération. Mais au Cambodge, légendes et faits historiques sont indissociables. À l'origine, les temples étaient réservés aux rois et aux prêtres. Le peuple, resté à l'extérieur, pouvait voir sur les bas-reliefs le récit des batailles et des conquêtes, mais aussi des scènes quotidiennes de la vie populaire. Mille ans plus tard, la même charrette, les mêmes paysages.
la vie des paysans cambodgiens n'a pratiquement pas changé. Prem rentre chez lui en début d'après-midi. Il reprend son métier d'agriculteur. En famille, il rejoint sa femme à la rizière. Sans eau, pas de riz. Mais aujourd'hui, l'eau n'est plus maîtrisée. Le secret d'Angkor est oublié. Le manque d'entretien et les guerres ont tout détruit. Les bassins sont ensablés et dans les rizières au pied des temples, les paysans ne font plus qu'une récolte de riz par an, ce qui est insuffisant pour nourrir les enfants d'Angkor. Alors, oncle Prem, Ti et les villageois vivent au jour le jour. Tout le monde travaille. Des garçonnets gardent le bétail. Des fillettes tissent les foulards. Le père de Ti fabrique des objets en bois, aidé par oncle Prem. Je sculpte des cannes pour subvenir aux besoins de la famille. Sur le chantier, je ne gagne que 7 francs par jour. Et les rizières ne donnent pas assez de riz. Alors, je vends chaque canne 8 francs pour que tout le monde puisse manger. Devant l'entrée de chaque temple, des échoppes. Vous voulez coca, monsieur? C'est là, madame. Non. C'est pas les mêmes là? Non. Elle est glacée? Oui, c'est bien glacé. Ti et ses amis ont appris quelques mots en plusieurs langues pour vendre souvenirs et boissons aux touristes qui reviennent petit à petit visiter Angkor. Dans les temples, les plus âgés prient et prédisent l'avenir aux pèlerins. En fin de journée, par mesure de sécurité, visiteurs et villageois quittent les temples. Le soir, seuls les militaires et les bonzes restent sur le site. Au village, tout le monde se retrouve. Oncle Prem transmet aux jeunes le respect des temples comme on vénère la mémoire des ancêtres. Sauver les temples d'Angkor, c'est aussi retrouver leur secret, la maîtrise des eaux. Rénover le système d'irrigation serait capital pour que Ti et ses parents puissent vivre dans leur village et cultiver leurs rizières, suivant leurs croyances et coutumes qui n'ont pas beaucoup changé depuis des siècles. Les rois sont partis, les paysans sont restés. Et c'est eux qui, hier comme aujourd'hui, font que la culture khmer et le Cambodge vivent. La nuit tombe sur Angkor et avec elle la peur. Dans les temples, des jeunes soldats venus des villages environnants n'auront que leur courage à opposer aux forces du mal, pilleurs ou poseurs de mines, pour que demain, Ti et les enfants d'Angkor puissent jouer librement et sans risque dans les ruines des temples de leurs ancêtres. Alors le moins qu'on puisse dire avec vous, Howard Butten, c'est que quand vous regardez les images, vous les regardez vraiment. Vous êtes la tête dans l'écran, c'est étonnant. Ben, j'ai regardé. Qu'est-ce que vous y avez vu? Pourquoi vous avez regardé avec cette intensité-là? Bah, quand on regarde quelque chose, ça vaut le coup de le regarder vraiment, tout simplement. Ce qui est... On se pose toujours des questions quand on voit les choses. D'abord, quand on voit les choses à la télévision, les reportages à la télévision, on a tendance à poser beaucoup de questions. D'abord, c'est un coin très paisible et très bien, et les gens ont l'air très heureux. Déjà, c'est suspect. Pourquoi? Bon, dans le monde, on a tellement peu l'habitude de voir ça à la télévision, on soupçonne peut-être connement et bêtement qu'il doit y avoir autre chose qu'on cache derrière. C'est vrai que j'étais presque, ce qui est affreux, c'est que j'étais presque soulagé en tant que spectateur quand j'ai vu les mitraillettes à la fin, parce que là, j'ai l'habitude de voir ça. Donc ça c'est normal de nos jours, et c'est le fait même est affreux.
Il faut bien savoir quand même qu'il y a un climat d'extrême tension là-bas. Oui, c'est ça. Il n'est pas question de traîner dans les temples la nuit. Didier Facio, qui en revient, le disait. Hein. Oui, exactement. Et on sait ce qui s'est passé au Cambodge récemment. Ouais. Allez-y, poursuivez. L'autre chose que j'allais dire, tout simplement, bon, je regardais parce que c'est bien, c'est fascinant, c'est beau, ils sont tellement beaux les gens et tout. J'ai dit ça l'autre jour à Riti Pan, qui a fait un très beau film qui s'appelle Les gens de la rizière, qui n'a rien à voir avec ça, que là, ce peuple-là, au moins ce coin-là, les peuples de ce coin-là, on peut être vraiment très... Bon, j'ai l'impression, surtout lui, dans le film qu'il a fait, qu'il peut aimer sans condition son peuple. Et ce que j'ai dit à ce moment-là, c'était qu'on connaît très peu ça de nos jours. Vous les Français, j'imagine, et surtout moi, en tant qu'Américain, j'ai une espèce de lien cellulaire, génétique et je ne sais quoi, et très très fort avec le peuple américain. J'ai dit même que c'est un bateau qui coule, à mon avis, mais je coulerai avec le bateau, avec le navire. C'est plus fort que moi. Mais je ne peux pas dire que j'adore, que j'ai une espèce d'adoration ou même d'un amour inconditionnel pour le peuple américain, loin de là. Mais ça, peut-être que si, au moins pour ce petit peuple de ce coin-là. Mais enfin, vous avez toujours eu un élan envers ces peuples. Vous vous êtes intéressé au bouddhisme, vous avez appris le chinois, vous avez fait des études sur l'Extrême-Orient. C'est vrai. Justement, je veux y aller, bon, pas en Cambodge, mais je veux y aller en Chine. Je me suis inscrit dans la marine marchande pour être capable de travailler, parce que je n'avais pas de sous, pour travailler sur un bateau qui m'amènerait à Taïwan à l'époque, c'était les années 60, avec l'idée d'y rester et devenir bonze. En fait. Vous vouliez devenir bonze? Oui, bah, bonze, non, mais bonze indépendant, disons, freelance. Bonze freelance avec un gourou à moi. Je ne l'ai pas fait. Je suis devenu clown, d'ailleurs, à la place. Il fallait que je fasse un choix à ce moment-là. Bonze ou clown? Ouais. Quand même original, ça. Ah, original, oui. Et je ne le ferai pas maintenant. Et justement, tout en me disant à quel point les gens ont l'air en moi très bien, et ils sont beaux, et le paysage est absolument magnifique, j'irai pas là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas ma place. Et y aller là-bas, c'est aller en touriste, et j'aurais pas du tout envie d'aller là-bas en touriste. Alors j'ai regardé attentivement le reportage à la télévision, et je vais en rester là. D'accord. Qui est à la fois honnête, mais un peu triste qu'on en arrive là. Mais je vous dis ce que je ressens vraiment. C'est votre sentiment, mais c'est ce que je vous demandais. Ouais. On va continuer, d'ailleurs. Si ce n'est que je vais vous offrir 2 livres. Le premier, puisque vous n'irez pas là-bas, vous qui aimez lire, qui s'appelle Encore la forêt de pierre, qui est paru dans la collection Découverte de Gallimard, toujours remarquable à mon avis. Et un autre livre qui vient de paraître, qui est tout à fait dans le style de ce que nous venons de voir, qui est un livre de très belles images, mais qui s'intéresse aussi à la vie autour des temples d'Angkor Wat, qui s'appelle Regard sur Angkor, paru aux éditions Chapitre 12 Paris. Madeleine Giteau, à défaut d'y aller, lisez au moins ça. Ah bah là, merci beaucoup. Je vous en prie. Howard, ce que je vais vous montrer maintenant est très étonnant. Vous lirez les livres après. D'abord, parce que là où nous allons, il y a 8 hommes pour une femme, ce qui est déjà très rare.